Bonsoir tout le monde, bonsoir Montpellier. Je viens du Vigan, dans les Cévennes. Je suis descendu pour vous. Et je repartirai tout à l'heure. S'il y en a qui sont inspirés, on va faire une balade nocturne, donc je tarderai pas trop. Voilà pour l'anecdote. Sur l'invitation de Franck, je vais exposer mon parcours. Ça me fait un peu bizarre, ça fait un peu moi le sujet. Je vais essayer de prendre du recul par rapport aux circonstances qui ont fait différentes phases. Je dirais que le premier point de départ dans la relation à l'écologie et plus largement à la nature, ça s'est fait autour de 96 pour différentes circonstances. D'abord parce qu'un gamin perdu, ado, dans ce marasme un petit peu économique où voilà, on passe des enfants à qui on laisse un peu tout faire devant la télé, c'est-à-dire pas grand-chose, mais qu'on laisse grandir par eux-mêmes. Et quasiment du jour au lendemain, il faut décider qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Ouf, dans une société particulièrement complexe, puisqu'il y a énormément de choix, et tant mieux, c'est une forme de liberté. Mais bon, choisir, ça prend du temps. Et surtout, en même temps, je commençais à bien voir de mes yeux plus grands que des gens qui mouraient de faim dans la rue. C'était pas un problème d'alimentation, c'était un problème d'inégalité. Et petit à petit, j'ai fait partie de cette génération, d'abord de la Mokokadis, puis de Tchernobyl. Et donc petit à petit, cet éveil écologique qui a frappé un grand coup en 96, pour que les moins de 20 ans, avec la vache folle. Et donc là, il a commencé à y avoir une sorte de non-retour en arrière, avec 3 ans où je ne savais pas trop où aller, et un petit peu flirter avec la marge, et un coup être un peu dans le système, un coup être en dehors. Et en fait, cette forme de recherche de part et d'autre a fait que dès le début, il y a une sorte de contrat social remis en question. Et qu'en fait, à chaque fois qu'on allait se planquer, se poser, c'était dans la nature et on était bien. Et en fait, il y a vraiment eu, donc ça m'a petit à petit construit, ça m'a amené à lire René Dumont, premier candidat écologiste au présidentiel en 74, je crois, si je ne dis pas de bêtises, le rapport Midos de 72, et voilà, un petit peu de littérature qui ont commencé vraiment à me dire, mince, je pensais qu'il y avait que les petits cons de 20 ans de mon espèce qui pensaient ça, mais non, en fait, la génération d'avant a vraiment gratté là-dessus, a pensé là-dessus. J'ai regardé le mouvement hippies avec une autre considération, la contre-culture américaine, etc. etc. Et donc là, je commence à vraiment vouloir partir dans la nature et va arriver 1999 avec 2 phénomènes qui ont marqué définitivement mes choix de fond. Et on va voir qu'il y a des choix de forme qui ont été plus longs à venir. Ça a été 99, la marée noire de l'Erika. Donc, pour mon avis, aujourd'hui, on dit ouais, il y a les entreprises, elles ont des externalités, positives ou négatives. On va dire par exemple le pétrole, l'externalité positive, c'est la liberté de chacune et chacun, il ne faut pas le renier, on aime bien avoir sa voiture pour aller où on veut, quand on veut. C'est d'ailleurs le malheur, si ce n'était pas si formidable, je pense que le problème serait réglé. Et l'externalité négative, ça va être en fait que de temps en temps, il y a une marée noire. Et en fait, pour moi, je pense que ça, c'est pas juste des événements. C'est pas juste un petit plus et un petit moins. C'est structurel au choix. C'est-à-dire que je suis né en 76, en 78, il y a une marée noire en Bretagne, qui est dévastatrice, la Mokokadis. En 99, à peu près 20 ans après, il y a une marée noire quasiment au même endroit. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, il y a eu encore une marée noire à peine plus loin. Donc en fait, c'est plus événementiel, c'est structurel. Donc faire le choix de l'automobile, c'est plus se dire on a ce risque, c'est se dire ça va se passer. Faire le choix du nucléaire, c'est pas dire on a ce risque, c'est se dire tôt ou tard ça va se passer. Et donc ça m'a vraiment questionné en me disant, en me culpabilisant en fait, en me disant non, je peux pas faire le gamin capricieux qui veut la voiture individuelle sans vouloir les marées noires. C'est blanc ou c'est noir. Et le deuxième phénomène qui s'est passé, à ce moment-là, j'étais dans l'Aude, à Narbonne, et vers la fin de l'année, au milieu de l'année, je ne sais plus exactement, il va y avoir des pluies torrentielles. Et il va pleuvoir, la tempête de 99, je ne fais pas de dessin. Et en fait, l'eau va monter. Et comme il y a eu une urbanisation qui, à cette époque, faisait disparaître l'équivalent d'un département français tous les 7 ans sous l'urbanisation, mais ce n'est pas un blabla de gauchos, c'est la GREST, donc l'Institut de recherche du ministère en charge de l'agriculture qui a sorti cette étude en 2010. Donc à cette époque, voilà, l'équivalent d'un département français disparaissait sous l'urbanisation tous les 7 ans. Donc Narbonne faisait partie de ce phénomène-là. Et il y avait eu énormément de béton. Ce qui fait qu'il a plu exceptionnellement comme des crues centenaires, mais avec énormément de béton. Donc l'eau, quand elle tombe, elle ne peut plus pénétrer la terre et elle s'écoule beaucoup plus vite dans les rivières. Et à ce moment-là, dans la nuit, la préfecture est alertée comme quoi la digue de Narbonne risque de céder et de provoquer des centaines de morts.
Donc le préfet avait grosso modo 10 minutes pour décider, et il a demandé que l'on fasse péter la digue de Cuxac-Dode, comme son nom l'indique, le Cuxac, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Et ouf, ça a été que des dizaines de morts, des papis et des mamies. Alors je ne vais pas jeter la pierre à la préfecture en disant « Ah, c'est salaud, etc. » Je pense qu'on tous, enfin moi j'aurais fait partie de cette génération, j'aurais voulu ma maison individuelle, pas chère, etc. Avec mon petit garage, enfin j'ai arrêté de penser que j'étais supérieur aux autres. Je pense qu'il y a des phénomènes de société, voilà. Après on a des petites différences, mais dans le fond, c'est si vraiment il y avait... Enfin, je pense que s'il y avait tellement de gens qui étaient brillants, qui avaient compris, on n'aurait pas tout ça. Bref, donc je pense pas que le problème soit la préfecture. À ce moment-là, le problème pour moi, ce qui m'a marqué au fer rouge, c'est de me dire, encore une fois, de manière structurelle, notre société n'est pas adaptée. Et quelque part, à l'époque, il n'y avait pas ce vocabulaire, mais c'était une évidence de collapsologie. C'était qu'on choisit des centaines de morts ou des dizaines de morts en France, ce qui semble impensable dans notre imaginaire. Mais là, c'était une réalité. Donc, bon, bref, ça m'a profondément touché, au point d'en pleurer, au point d'en crier, entre les ricas qui polluent les plages, voir la plage de mon enfance toute salie, parce que quand toute l'eau s'est retirée, il y avait énormément de déchets partout, c'était dégueulasse. Et là aussi, on se dit, ah, 5e puissance mondiale, et vous avez l'impression de vous retrouver dans les bidonvilles de Caracas. Voilà. Donc j'ai dit, impossible pour moi, pas de contrat social avec ce qu'on appelle vulgairement le capitalisme, l'urbanisation à outrance, etc. Et je suis parti dans les Alpes, où j'ai trouvé un job dans une ferme d'animation, et là, ça a été la confirmation de tout ce que je pensais, avec peut-être un salaire au lance-pierre, mais en tout cas, cette incroyable opportunité de pouvoir tester la paysannerie sans avoir d'obligation de production. Parce que quand vous êtes dans une ferme d'animation, du moment que les enfants repartent heureux et qu'ils aient suivi une activité sécurisée, c'est tout ce qu'on vous demande. Donc j'ai pu tester à faire du fromage. Alors à ce moment-là, on commençait à parler de la question des animaux. Mais imaginez-moi, j'arrive, il y a 3 chèvres, je leur ouvre la porte, elles ont 200 hectares sous le soleil, de temps en temps je les trie, on fait du fromage, j'avais vraiment pas beaucoup de mal. Et les gamins, voilà, toucher les lapins, etc. C'était assez chouette. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est bon, il n'y a pas photo, c'est une évidence, la nature, et que la société matérialiste aille se faire voir, et puis voilà, quoi. Donc j'ai accueilli les gamins, et j'ai essayé de montrer à travers ces animations aux enfants qu'il y avait d'autres possibles, mais aussi aux adultes qui les accompagnaient. Rigoler, ça l'a tellement fait que de fil en aiguille, comme je bossais pour le Conseil Général du Var, et ça je trouve que c'est une anecdote assez importante, le Conseil Général du Var sortait du Front National à Toulon, et donc la droite de l'UMP, actuellement républicain, était très forte. Au point qu'on avait Hubert Falco qui était président du département, qui a été personne en charge du secrétariat général des personnes âgées, enfin, je ne suis pas très bon dans ces méandres. Et du coup, mon patron, c'était le Conseil Général. Et ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement, en répandant des idées écolo et plutôt à gauche, humanistes, puisque c'était quand même l'office de la jeunesse, avec surtout des enseignants plutôt à gauche, qui essayaient d'avoir des vacances pour tous. On accueillait aussi bien la petite bourgeoisie du Var, pour ne pas dire la haute, mais aussi bien les gamins des centres qui fermaient l'été. On accueillait des enfants handicapés, etc. Alors derrière ça, il y avait toute une vitrine politique. Et n'empêche qu'on m'appelait José Bové, c'était la grande époque de l'altermondialisme, aussi bien les premiers pas des Black Blocs entre Seattle et Gênes, que les grands élans de Via Campesina et la grande époque de José Bové avec la Confédération paysanne, et l'après-Larzac des années 70 pour arriver à ce fameux Larzac de 2003 où il y a eu 300 000 Français, enfin personnes qui se sont réunis quand même sur le plateau du Larzac. Alors, quand on dit 100 000 marcheurs à Paris, à la République, je dis ouf. C'est un succès, enfin il faut comprendre que l'écologie perd de la vitesse. Mais bon, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, Hubert Falco, pour revenir à lui, était à l'Élysée et va faire venir le Premier ministre à l'époque, comment il s'appelle, Raffarin. Et ils se disent, au sein du département, vite, il faut montrer des enfants à Raffarin, c'est classe et tout. Et du coup, ils ont décidé de venir dans la ferme. Et c'était marrant parce que ce jour-là, j'avais le choix, soit je faisais mon esclandre, ce que j'avais un peu envie, soit je me disais finalement, c'est quoi le but ? Le but, c'est de faire comprendre
que la ferme, c'est devenu fun, c'est devenu cool, c'est bien pour les enfants. Après, chacun s'approprie ce qu'il veut. De toute façon, je pense qu'on voit vite que dans tous les mouvements, il y a des gens éveillés, des gens cons et des gens un peu plus obscurs et un peu colériques. Et finalement, bah, ça s'est fait. Et ça m'a permis de créer 5 postes et d'investir du budget. Et c'était une vraie bataille. C'est qu'il y a eu 300 000 € débloqués. Et du coup, on a pu mettre en place des activités sur l'astronomie, sur le pain, sur le travail du cuir, sur le travail de la laine. On a pu partir dans la forêt avec des ânes battés. Ensuite, faire un peu du travail agraire avec de nouveau un âne que j'avais pu retaper, qui avait été violenté par les humains. Et avec le travail, on avait pu le remettre en confiance avec l'homme. Enfin, il y avait vraiment plein de choses qui se passaient qui étaient belles. Et pour moi, bah, je trouvais ça beaucoup mieux que ces 300 000 € aillent sur une ferme pédagogique et des activités de découverte de la nature plutôt que sur, à l'époque, c'était Star Academy. Et ça aurait pu aller dans du high-tech et produire des choses un petit peu matérielles. Je vous dis ça parce que ça a été une première prise de conscience réelle pour dépasser l'adversité. Je sais ce que je veux, je sais en quoi je crois, et je sais ce que je ne veux pas et ce en quoi je ne crois pas. Mais si je regarde en arrière, toute ma vie n'a été qu'une série de tentatives, de croyances et d'échecs, en fait. Et de réussites, pardon. Et donc, comment je peux être exigeant à l'égard des autres sur des choses que moi-même, je n'ai pas réussi? C'est-à-dire, je ne suis pas parfait et je n'ai pas raison sur tout. Donc, je ne peux pas exiger la même chose vis-à-vis de personnes que je considère imparfaites et voire dans l'erreur. Et du coup, cette ouverture d'esprit a permis de faire avancer cette ferme. Et après, la Ligue pour la protection des oiseaux est venue me chercher, j'ai bossé sur le programme de réintroduction des vautours et c'était assez sympa. Parce que là, de nouveau, ça montrait de nouveau que l'engagement est non négociable, mais l'ouverture d'esprit est pour moi autre chose. C'est que donc, la Ligue pour la protection des oiseaux, c'est pareil, c'est le Bougrain du Bourg, c'est 100 ans d'association en France, c'est la première grosse association française. Et en fait, donc, quand vous voulez réintroduire des animaux, je bossais sur le programme des vautours. La première étape, c'est de faire en sorte qu'il y ait reproduction sur site. Donc là, c'était réussi. Il y avait des jeunes vautours qui naissaient sur site, dans les gorges du Verdon. Et la deuxième étape, c'est de fixer la population au niveau alimentaire. Et jusqu'à présent, on les nourrissait. Et du coup, il fallait voir les éleveurs, parce que comme dans tous les élevages, il y a des pertes. Et en fait, les éleveurs étaient obligés, depuis la haute montagne, de prendre les brebis dans le coffre, de les descendre à la ferme, puis de les descendre en ville pour les mettre dans un caisson réfrigéré, pour des questions sanitaires. Imaginez le boulot de l'éleveur qui a déjà pas mal de taf, alors on peut les critiquer, on a tout ce que vous voulez, c'est pas le débat de ce soir, mais il n'empêche que dans son choix, c'était une sacrée logistique. Or, vous avez des vautours, ils repèrent la brebis morte, ils la mangent, et sanitairement, c'est encore beaucoup plus efficace parce qu'ils ont un système digestif qui tue tous les virus et toutes les bactéries nocives. Et bien en fait, franchement, je connaissais à peine le moineau en termes d'identification des oiseaux. Et la LPO, il faut imaginer que dans le milieu naturaliste, c'est le Saint Graal. Qui me reste ou en plus 2 minutes. Ah ouais, il faut que j'accélère. Je peux prendre 5 minutes. Et ça marche. Je pensais que tu m'avais dit 5 et que j'attendais le 10, tu vois. D'accord, ça marche. Je suis un peu comme les compteurs des Alpes. Et du coup, en fait, donc je connaissais rien aux oiseaux, mais le problème, c'est que les naturalistes n'arrivaient pas à rentrer dans le milieu des éleveurs. Et il y a eu des crises au point qu'il y a un vautour qui se fait tirer au fusil. Donc quand le vautour est financé par l'État ou par des mécènes, ça la fout mal et vous risquez de mettre à mal tout un programme de réintroduction. Et de fait d'avoir travaillé à la ferme et d'avoir traîné avec des bergers pour aller apprendre comment ça se passe, tout en ayant à des moments des contradictions avec eux, mais en acceptant que c'était des femmes et des hommes au même titre que moi, et ben, ça a permis d'avoir une coopération autour de la réintroduction des vautours dans le Verdon. Bref, j'arrive à ce moment-là, tout le monde était content de mon travail, c'était très flatteur, j'avais à peine 25 ans, et pour un ancien petit délinquant, c'était plutôt un joli parcours, parce que j'avais à peine l'équivalent d'un baccalauréat à l'école. Et en fait, donc j'avais quelques chèvres, et je prenais temps tous les jours d'aller me balader pour les faire pâturer. C'était gratuit, ça me coûtait beaucoup de temps, mais pour moi c'était du plaisir, et ça me permettait d'avoir 3 fromages, et je refusais de vendre quoi que ce soit de mes animaux, parce que je considère toujours que si on fait le choix de faire quelque chose avec les animaux, la moindre des choses, c'est de leur rendre le plus grand respect possible tout au long de leur vie. Ça se débat, c'est un vrai débat.
Mais je trouve que voilà, au moins il faut cette considération. Et en fait, un jour j'étais au-dessus du village et j'entends comme un silence. Et j'écoute et je me dis, bah merde alors, et j'entends les oiseaux. Et au moment où je comprends ce que c'est que ce silence, le bruit reprend. J'étais à Péroul, vous pouvez même en direct regarder sur Google Maps, etc. C'est un petit hameau dont la route a été goudronnée en 1970. C'est vous dire l'enclave. Et je me souviens quand il y avait eu justement l'Erika, j'étais tellement en colère que tout le monde me disait mais calme-toi, enfin j'étais voilà, plutôt tendance Black Bloc que tendance on va planter des fleurs. Et tout le monde me disait mais si t'es pas content, va faire l'ermite. Après tout, t'as le droit de pas être content. Mais amène des solutions et arrête de critiquer les gens, parce que critiquer c'est facile. Donc là en fait, je me rendais compte que moi j'étais parti faire l'ermite, que j'étais le changement que je voulais voir dans le monde, que j'étais influent, quand même avec la LPO, avec le ministre, etc. Mais que ça ne changeait pas. Et que ce petit coin de nature absolument paradisiaque se faisait grignoter par l'urbanisation. Et du coup j'ai passé un an à réfléchir, à me dire est-ce que je deviens hindouiste, bouddhiste, c'est-à-dire je me retire du monde matériel, ou est-ce que je suis acteur de la transformation? Et venant d'une famille d'artistes dans le spectacle, je me suis dit c'est pas anodin, et venant d'un territoire qui a connu l'histoire de France, je me suis dit c'est pas anodin, je fais le choix de la rébellion. Et du coup, ça va vous surprendre, j'ai mis un an à réfléchir comment être efficace, et pas croire faire la révolution. On sortait dans le Verdon de 25 ans de lutte contre la ligne THT. 25 ans de lutte pour refuser juste un fil électrique. Le retour sur investissement, il est violent. Et du coup, à la grande surprise de tous mes amis, j'ai décidé de rentrer dans une business school, dans une formation dite d'élite, pour faire un MBA. Et donc comprendre la finance mondialisée, changer des cultures, pour en faire du produit financier. Et franchement, quand j'ai quitté la ville pour la nature, ça a été le meilleur premier choix de ma vie, et ça a été le second meilleur deuxième choix de ma vie. Ça m'a permis deux choses. Un, de comprendre le système dans sa racine, et de me confirmer que les choix que j'avais faits étaient les bons. Et deux, de mettre de la gestion dans mes projets, parce que ce qui me fascinait, c'était comment des projets aussi pourris que Coca-Cola pouvaient perdurer, là où des projets aussi géniaux que l'installation progressive de la Confédération paysanne était un vrai calvaire. Et donc je vais m'en tenir là, vous aurez les prochains épisodes si Franck veut bien m'inviter. Mais en tout cas, voilà, le message que j'ai envie de vous transmettre en conclusion, c'est pour moi la nature c'est absolument non négociable. 2, la nature elle se fait pas dans le commerce. Acheter bio, arrêter de manger de la viande, tout ça c'est bien, mais c'est pas de la nature, ça reste du commerce. La nature, vous la sauverez en allant dans la nature et en vivant avec elle. L'écologie, c'est l'étude des interrelations entre les êtres vivants et leur environnement. C'est la niche écologique. Ensuite, la niche commerciale, c'est le segment des consommateurs bio, sans viande, vegan, etc. Donc, premier, la nature est non négociable. 2, je pense, connectez-vous réellement, concrètement à la nature et pas que par la méditation. 3, ne lâchez jamais l'affaire par rapport à vos croyances. 4, lâchez toujours l'affaire par rapport à vos croyances. C'est-à-dire, croyez toujours en vous, mais ne tombez jamais dans le dogme. Restez toujours l'esprit ouvert. Et même le plus facho des gros cons aura forcément quelque chose d'intéressant. Et je pense que c'est là où on lutte contre le fascisme, justement. En prenant un revers, de garder l'esprit ouvert. Voilà, merci pour votre attention. Juste, je résume, chacun va lire une posture que vous retrouvez sur votre tableau. Par exemple, il va lire la première qui est missionnaire numérique. Et selon ce qu'il va vous dire, vous allez cocher si vous adorez, si vous détestez, si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Il y a un peu 4 grades. Et après, on fera un travail en groupe pour comparer nos postures.
À toi, Boris. Donc, missionnaire numérique, je passe une grande partie de mon temps à lire, débattre, penser à tout ce qui touche l'effondrement. J'ai un besoin irrépressible de partager ma prise de conscience. Mon mur Facebook est rempli de mauvaises nouvelles et mes proches me demandent de changer un peu de sujet. Mais je n'y arrive pas. On vous laisse cocher. Posture 2, s'il vous plaît. Je sais que ça donne envie de parler entre chaque posture, mais... Et donc, quand vous mettez là-dedans, c'est qu'en gros, c'est un peu votre posture. C'est celle que vous utilisez, que vous appréciez beaucoup cette posture. Donc, soit vous l'êtes, soit vous aimeriez l'être. Alors, la posture 2, résilience émotionnelle. Je cherche à mieux comprendre mes émotions paralysantes en lien avec l'état du monde. Peur, confusion, sentiment d'impuissance et d'injustice. Cela m'aide personnellement à prendre du recul et je peux devenir une oreille empathique pour les personnes qui viennent de plonger dans le désespoir. J'anticipe aussi ce que nous aurons à traverser individuellement et collectivement en termes de perte et de deuil. Numéro 3, s'il vous plaît. Ouais, tu peux parler plus vers là-bas. Alors, prière de nettoyer après votre passage. Finalement, l'humanité peut être vue comme une comète dans l'histoire de la Terre. J'accepte l'idée qu'elle puisse disparaître. Par contre, je continue à agir pour que nous ne détruisions pas la possibilité que la vie continue sur Terre après nous. Vous avez coché, on passe à la 4 ? Ouais. Après, on aura le temps de discuter de toutes ces postures. Hein. Ce sera le but du travail de groupe. La fête sans la gueule de bois. Plutôt que d'essayer vainement de transformer ma vie et surtout la société, je continue à mener normalement mon existence et de profiter sans pour autant virer dans l'excès. Je cherche à maximiser les petits bonheurs, les joies simples et quotidiennes. Pour autant, je suis conscient ou consciente qu'un jour tout cela s'arrêtera peut-être. Posture 5, s'il vous plaît. Alors, justice écologique. Si je reconnais la menace qui pèse sur ma vie et celle de mes proches, je suis surtout consciente que d'autres populations vivent déjà des effondrements et sont confrontées à des sécheresses, ouragans, famines ou forcées de s'exiler. Je décide de militer dès aujourd'hui pour ces injustices plutôt que de préparer un hypothétique futur effondrement de ma vie de classe moyenne blanche européenne. Posture 6. Effort de guerre, nous faisons face à un défi sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Alors, je recommence. Nous faisons face à un défi sans précédent dans l'histoire de l'humanité et nous devrions nous organiser collectivement pour y répondre, comme nous le faisons si rapidement en période de guerre. Nos responsables politiques ont été élus pour cela. Nous devons exiger d'eux qu'ils mettent en œuvre une telle mobilisation qui implique de prendre des mesures impopulaires mais nécessaires. Ouais, la 8. Ah, pardon. La 7. Allez. À la prochaine. Le saut de conscience. L'effondrement est en fait une opportunité pour notre humanité occidentale de prendre conscience des limites de son modèle de fonctionnement. Regardons ce qui nous arrive et comprenons que c'est un message qui nous invite à créer des sociétés plus en harmonie avec la nature et respectueuses de notre humanité. Allez. Alors, aucune chance qu'on trouve une réponse collective et pacifique à l'effondrement, alors je prends les devants. J'organise la survie post-effondrement pour moi et mon clan. Cela implique que je trouve un lieu de vie reculé et que je commence à faire des réserves de nourriture et que j'envisage des moyens de défense. Coming out. Me taire et faire semblant que tout va bien n'est plus une possibilité pour moi. Je prends le risque de parler ouvertement d'effondrement autour de moi, dans ma famille, à mon travail. Cela amène parfois de l'incompréhension et du rejet, mais de plus en plus souvent des discussions et les valeurs fondamentales et les finalités de notre société. Bruce Willis. C'est toi, Bruce Willis? On peut encore y arriver. C'est mon mantra et je milite pour qu'on mette à l'agenda politique toutes les solutions permettant d'inverser la courbe des désastres annoncés. Agroécologie, production d'électricité à partir d'algues et création de puits à carbone naturel. Il ne nous manque que de la volonté et un peu d'innovation technologique. L'international anarchiste. Oui, c'est moi. Yes. Je rejoins un collectif militant d'inspiration anarchiste où nous déconstruisons les discours dominants, luttons ensemble et proposons des visions alternatives au capitalisme.
Nous préférons d'ailleurs parler de capitalocène plutôt que d'anthropocène, pour éviter de laisser penser que toute l'humanité nous a emmenés dans ce désastre. Nous nous relions à d'autres mouvements en lutte, des ZAD, des communautés autonomes. La 12, sorcière en lutte. Sorcière en lutte. La situation que nous vivons maintenant est l'aboutissement du système d'exploitation capitaliste, lui-même issu du patriarcat, qui cherche à dominer et brutaliser la nature, comme il domine les femmes et écrase la féminité depuis des milliers d'années. Revendiquant notre appartenance et notre alliance à la nature, revalorisons l'importance de valeurs telles que le soin et la coopération, et convoquons nos pouvoirs magiques pour faire advenir des sociétés qui soutiennent la vie plutôt que la détruire. Je suis attachée à ma situation professionnelle actuelle et aimerais ne pas la quitter. Alors pour me sentir en cohérence avec ma vision, je cherche à voir ce que je peux faire au sein de mon entreprise d'un peu plus positif pour le monde. 14. Reliant ce grand tout, ébranlé personnellement par l'idée d'effondrement, je cherche à être capable de mieux y faire face. J'essaie donc de faire évoluer ma conscience à travers la thérapie, la méditation ou une plus grande connexion à la nature. Apprendre à accepter notre finitude m'aide à être plus sereine et me rend peut-être plus libre qu'auparavant. Voilà. Militance pacifique. J'utilise ma colère et mon énergie d'espoir pour m'impliquer intensément dans des actions directes non violentes. Mes actions visent à forcer les gouvernements ou les grandes entreprises à changer leur politique pour résoudre la situation ou au moins essayer de diminuer l'ampleur du désastre. Un de mes slogans, nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Échappée belle. Je consulte les cartes et cherche les zones les plus éloignées d'une centrale nucléaire et ou les moins potentiellement touchées par le dérèglement climatique, et idéalement isolées ou peu peuplées. Je me renseigne sur les conditions de résidence en Norvège ou en Islande, juste au cas où. S'il vous plaît. Communauté résiliente. Je ne crois ni aux solutions individuelles, ni aux grandes décisions. Je ne crois ni aux solutions individuelles, ni aux grandes décisions politiques. Je décide donc de nous aider à nous organiser en communauté pour devenir plus résilients. Nous nous organisons pour un futur communautaire et autonome, notamment via la permaculture. Cela signifie que notre visée n'est pas que alimentaire et matérielle, mais aussi culturelle et sociale. Rédemption. J'ai hérité d'un gros paquet d'argent où je l'ai moi-même gagné dans une vie précédente. C'est pas une vie précédente. Et je me dis aujourd'hui que ça pourrait nous servir, maintenant qu'on sent l'urgence d'un basculement. Alors, sans trop vouloir attirer l'attention, je le répands autour de moi pour des projets qui me parlent. Notre-Dame. La vie précédente. S'il vous plaît, pour la prochaine. Je chéris mon déni. Tant que c'est encore possible, j'évite de trop m'informer sur ces questions. Cela veut dire que je zappe à la télé ou dans mon mur Facebook toute information sur le dérèglement climatique ou une guerre horrible qui frappe dans le monde. J'en ai besoin pour garder mon énergie positive au quotidien. Reste 2, l'avant-dernière, on ne sait jamais, ça peut servir. Ça peut toujours servir. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Je me connecte à des réseaux résilients, souvent à la campagne, qui créent des modes de vie autonomes. Mais par contre, je ne les rejoins pas tout de suite. Je garde ça comme une option à activer quand ce sera nécessaire. Allez, c'est parti pour la dernière. Comment l'air? Je prépare la société post-capitaliste en créant dès maintenant les modes de production basés sur la coopération et respectueux des limites écologiques, voire inspirés directement du vivant. Je suis entrepreneur d'un nouveau genre qui promeut l'open source, les communs, les Fab Labs, les wikis, et qui se soucie plus de voir ses idées se concrétiser que de gagner sa vie. C'est cool, merci pour votre patience. Si ça vous va, on va commencer le travail de groupe. Je sais pas, les groupes de 4 ou 5, essayez voilà, de faire des petits cercles un peu partout. Et j'aimerais en fait que vous échangiez sur les postures que vous avez mis, que vous adorez, et celles que vous détestez. Donc voilà, pour comparer avec les autres personnes du groupe, celles qu'ils adorent, celles où ils se retrouvent. Voilà, n'hésitez pas à changer, à bouger les chaises, à faire des petits groupes là.
Ça, et en fait, c'est tout un apprentissage qu'ils apprennent avec au fur et à mesure. Et t'as combien d'élèves dans ta classe? 28. Expérimenter, c'est difficile. Si t'es pas sur place et que tu... Mais justement... Non, mais c'est le pas à faire, quoi. Est-ce que tu fais le pas maintenant et tu dis vraiment ça craint, ça va s'effondrer, je commence à partir sur quelque chose comme ça, ou j'attends que ça arrive pour réagir. L'intelligence émotionnelle, je pense qu'il va permettre de gérer les situations de crise. Donc c'est très important. Vous avez mis j'aime pas, qu'est-ce que vous avez mis vous? On cherche des gens capables à la fois traduire de la donnée scientifique, de la vulgariser, de collecter de l'information. Sur le site d'Adrastia, il y a un peu de tout. Il y a à la fois des textes compliqués, des textes moins compliqués, des vidéos de vulgarisation, on a commencé à faire des classements sur ce que la littérature, la culture peut éclairer comme ça de ce discours-là depuis longtemps. Ça vient généralement après la dépression du dévoilement de tout va s'effondrer. C'est-à-dire que c'est une fois qu'on a passé ce cap-là qu'on se dit tiens, je suis capable d'aller plus loin, ce qui ne fait pas de nous des non-dépressifs, du tout. Mais c'est juste qu'on s'est un peu endurci. Alors on appelle ça les think tanks, j'ai horreur de ce mot. Think tank collapso, vraiment ça c'est tout à fait horrible, mais généralement c'est comme ça que la presse nous appelle. Il faut appeler un chat un chat. Voilà. Donne-nous ton terme. Moi je définis ça comme un centre de ressources, mais parce que je suis un scientifique à la base et que j'ai besoin de ça, quoi. Donc, pour nous, l'ambition d'Adrastia, c'est que quand vous avez une question sur un truc particulier, est-ce que la variation du Gulf Stream peut s'accélérer de 5 ans ou 10 ans? Est-ce qu'un coup d'État en Arabie Saoudite peut provoquer un effondrement sur l'Italie ou voilà, que ces réponses-là, vous les trouviez dans Adrastia, parce que notre boulot, c'est ça, c'est de creuser de la donnée scientifique, c'est de permettre à tous les gens qui sont sensibilisés à ça, d'objectiver, de passer au-delà du discours de vos proches, qui est... Je vais au McDo, quoi. Nous, notre boulot, c'est de dire, si, en fait, objectivement, on y est. On voit le mur, on est dedans déjà, et donc, la composition du mur, nous, on essaie de la trouver. Voilà. Donc, on a besoin de gens pour nous aider, pour faire plein de choses, pour pas tous les rôles, mais on a quelques rôles comme ça dont on a besoin. Moi, je vous propose juste d'aller regarder, ça s'appelle adrastia.org. Ça veut dire un truc en grec, adrastia. Vous pouvez adhérer, vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez faire machin. On a besoin de ça, et on a besoin de gens comme vous, en fait, pour continuer à éclairer les autres cercles, tout ça. Je ne sais pas quel rôle vous avez choisi, mais... On va sur le site et on écrit un mail en disant... Ouais. Un mail, ça on sait faire. Répondre aux mails.